Un pauvre garçon noir demanda à un millionnaire paralysé « Je peux te guérir en échange de tes restes ». Elle rit, puis tout changea. « Tu crois vraiment que je croirais à un Macumba venant d'un enfant des bidonvilles ?» La voix de Victoria Whitmore transperça l'air du manoir comme une lame froide, ses yeux bleu acier fixés sur le garçon de 12 ans, debout à l'entrée de service. Daniel Thompson venait de faire la proposition la plus audacieuse de sa jeune vie. Après avoir passé 3 jours à observer cette femme amère dans son fauteuil roulant jeter des assiettes entières de nourriture pendant que lui et sa grand-mère mouraient de faim de l'autre côté de la rue, il avait finalement rassemblé le courage de frapper à cette porte. « Madame, je ne plaisantais pas », répondit Daniel avec un calme qui le surprit lui-même. « Je peux t'aider à remarcher. J'ai juste besoin que tu me donnes la nourriture que tu jettes. » Victoria éclata d'un rire cruel qui résonna dans la salle de marbre. « Écoute, petite chose. J'ai dépensé 15 millions de dollars pour les meilleurs médecins du monde ces 8 dernières années. Tu crois vraiment qu'un gamin des rues comme toi, qui ne sait probablement même pas lire, va réussir ce qu'aucun neurochirurgien n'a pu faire? » Ce que Victoria ignorait, c'est que Daniel Thompson n'était pas un enfant ordinaire. Tandis qu'elle le regardait avec un mépris total, il étudiait chaque détail de cette femme devenue prisonnière volontaire de sa propre amertume. Son œil exercé, fruit d'années passées à soigner sa grand-mère diabétique, détectait des signes que des médecins prestigieux avaient négligés. « Tu prends des médicaments pour le dos tous les jours à 14 heures, » dit calmement Daniel, voyant le visage de Victoria passer de la moquerie à la surprise. « 3 pilules blanches et une bleue. Et tu te plains toujours d'avoir les jambes froides, même par temps chaud. »« Comment sais-tu ça ?» murmura Victoria, son arrogance vacillant pour la première fois. Daniel avait passé des semaines à observer sa routine par les fenêtres ouvertes, non par curiosité morbide, mais parce qu'il reconnaissait les symptômes de sa maladie. Sa grand-mère avait manifesté son inquiétude avant l'opération qui l'avait sauvé. La différence, c'est que sa grand-mère s'appuyait sur un savoir transmis de génération en génération, tandis que Victoria ne croyait qu'en ce que l'argent pouvait acheter. « Parce que je vois ce que vos médecins, si chers, refusent de voir, » répondit Daniel, d'un ton respectueux malgré l'hostilité. « Tu n'as pas besoin de plus de médicaments. Tu as besoin de quelqu'un qui comprend que parfois, la guérison ne vient pas de là où on l'attend. » Victoria claqua la porte, mais pas avant que Daniel n'ait vu quelque chose dans ses yeux qui n'était plus seulement du mépris, c'était de la peur. La peur qu'un pauvre garçon de 12 ans ait remarqué ce que tous les experts avaient manqué. En retournant au petit appartement qu'il partageait avec sa grand-mère Ruth, Daniel sourit discrètement. Victoria Whitmore venait de commettre sa première erreur fatale, sous-estimer quelqu'un qui avait grandi en apprenant que la survie exigeait de l'observation, de la patience et une sagesse que l'argent ne pourrait jamais acheter. Ce que cette femme riche et amère ignorait totalement, c'est que ce gamin des bidonvilles possédait le savoir de 4 générations de guérisseurs. Et plus important encore, il venait de découvrir exactement quel était son véritable problème. Si vous êtes curieux de savoir comment un garçon de 12 ans a réussi à voir ce que les médecins millionnaires n'ont pas su détecter, abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire de préjugés et de guérison bouleversera tout ce que vous pensez savoir sur qui détient réellement le pouvoir de transformer des vies. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Victoria avait claqué la porte au nez de Daniel, mais elle ne parvenait pas à se débarrasser de son malaise. Comment ce garçon connaissait-il ses médicaments? Et comment savait-il à quel moment exact elle les prenait? Elle avait soigneusement caché ses symptômes, même à son médecin attitré, son neurologue privé. Le lendemain matin, Victoria décida de découvrir qui était ce gamin effronté. Un simple appel à son assistante personnelle suffit. Daniel Thompson, 12 ans, vivait avec sa grand-mère, Ruth Thompson, dans le complexe d'habitation Riverside Gardens. Père inconnu. Sa mère était morte dans un accident de voiture quand il avait 5 ans. Bourse d'école privée, excellente note, aucun casier judiciaire. Typique, marmonna Victoria en feuilletant le rapport. Juste un autre cas d'une pauvre petite chose essayant de profiter de la gentillesse des riches. Mais un détail du dossier la troubla. Ruth Thompson, 73 ans, ancienne employée d'hôpital, avait pris sa retraite en raison d'un diabète sévère, mais les dossiers médicaux faisaient état d'une guérison inexplicable survenue ces 2 dernières années, que les médecins avaient qualifiée d'amélioration inattendue et cliniquement inexpliquée. Victoria balaya cette information d'un revers de main, la qualifiant d'erreur bureaucratique. Après tout, que pouvait bien savoir une vieille femme noire d'un hôpital public? Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Daniel préparait soigneusement sa prochaine approche. La réaction de Victoria avait confirmé ses soupçons,
elle n'était pas réellement paralysée. Du moins, pas de la manière dont tout le monde le croyait. « Grand-mère, » dit Daniel en s'asseyant à côté de Ruth sur le petit porche, « j'ai besoin que tu me reparles des signes de pseudo-paralysie. » Ruth Thompson avait travaillé pendant 40 ans comme aide-soignante, mais ses véritables connaissances venaient d'une lignée bien plus ancienne. Son arrière-arrière-grand-mère était sage-femme et guérisseuse dans le Mississippi, un savoir transmis de mère en fille depuis des générations. Lorsque les médecins avaient annoncé à Ruth qu'elle n'avait plus que 6 mois à vivre à cause de complications liées au diabète, c'est cette sagesse ancestrale qui l'avait sauvée. « Garçon intelligent », sourit Ruth, ses yeux expérimentés brillant de fierté. « Tu as vu ce que je t'ai appris, n'est-ce pas ?» Ses jambes se tendent quand elle ne se sait pas observer. Les muscles réagissent aux stimuli émotionnels. Daniel hocha la tête. Il avait remarqué, au cours de ses observations discrètes, que les pieds de Victoria bougeaient inconsciemment lorsqu'elle criait sur le personnel, que ses jambes se tendaient quand quelque chose la bouleversait. Des signes presque imperceptibles. Mais pour quelqu'un formé à chercher ce que les médecins ignorent, ils étaient des preuves claires. « Elle est piégée dans son propre esprit », murmura Daniel. « Son corps fonctionne, mais son esprit a créé les chaînes. » « Exactement », acquiesça Ruth. « Traumatisme psychologique se manifestant par une paralysie physique. J'ai vu 3 cas comme ça à l'hôpital. Les médecins riches ne veulent pas soigner l'esprit, seulement le corps. C'est plus facile de donner des médicaments que de guérir une âme blessée. » Cet après-midi-là, Victoria reçut un visiteur inattendu. Le docteur Hartwell arriva avec les résultats des derniers tests qu'elle avait demandés la semaine précédente, désespérée de trouver un espoir d'amélioration. « Victoria, je dois être honnête avec vous, » dit le médecin en ajustant ses lunettes coûteuses. « Ces tests révèlent quelque chose d'étrange. On observe une activité neuronale dans des zones qui devraient être complètement inactives. C'est comme si votre système nerveux fonctionnait parfaitement. »« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Victoria, la voix tendue. « Cela signifie que, neurologiquement, il n'y a aucune cause physique à votre paralysie. J'en avais le pressentiment depuis quelque temps, mais maintenant, j'en suis certain. » Le docteur hésita. « Avez-vous envisagé une thérapie psychologique plus intensive ? Parfois, un traumatisme peut se manifester physiquement, puis s'arrêter. »« Tu dis que je fais semblant ? Que j'ai passé 8 ans dans cette chaise pour le plaisir ?» hurla Victoria. « Non, ce n'est pas ça. Votre paralysie est bien réelle, mais la cause peut être psychosomatique. Avec le bon traitement. » Victoria le coupa et le renvoya avant qu'il n'ait pu finir sa phrase. La vérité faisait plus mal que n'importe quel diagnostic terminal. Si sa paralysie était d'origine mentale, cela signifiait qu'elle avait perdu 8 années de sa vie à se cacher derrière un handicap qu'elle s'était elle-même imposé. Pire encore, cela signifiait qu'un pauvre garçon de 12 ans avait vu en quelques minutes ce qu'elle avait nié pendant des années. Cette nuit-là, Victoria se retrouva à contempler la fenêtre de sa chambre, observant le modeste appartement où vivait Daniel. Les lumières étaient allumées, et elle distinguait des ombres qui se mouvaient derrière les rideaux bon marché. Une famille vivant avec un revenu qui ne couvrait même pas sa propre facture mensuelle de médicaments, mais qui possédait des connaissances que tout son argent ne pourrait jamais acheter. Et pendant un bref instant, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis très longtemps, l'humilité. Et aussitôt, elle s'empressa de l'étouffer. Une colère renouvelée grondait en Victoria. « Ce garçon ne va pas m'humilier, » murmura-t-elle entre ses dents. « Je ne laisserai pas un gamin des bidonvilles se moquer de moi. » Ce que Victoria ignorait, c'est qu'à ce moment précis, Daniel était assis à la table de la cuisine avec sa grand-mère, planifiant soigneusement son prochain coup. Il avait rapidement compris le genre de femme qu'elle était, trop fière pour accepter de l'aide, trop riche pour apprécier la sagesse gratuite, et trop blessée pour faire confiance à qui que ce soit. Mais Daniel Thompson avait appris une leçon essentielle de sa grand-mère. Parfois, pour aider quelqu'un à guérir, il faut d'abord lui montrer à quel point il est malade. Tandis que Victoria échafaudait des plans pour se venger de celui qui avait mis à nu son mensonge le plus intime, Daniel souriait doucement, sachant que le vrai pouvoir appartient à ceux qui comprennent que la guérison vient rarement de là où on l'attend, surtout lorsqu'elle provient de ceux que le monde vous a appris à mépriser. La semaine suivante marqua un tournant dans la dynamique entre eux. Victoria, outrée d'avoir été défiée, lança une campagne silencieuse d'humiliation publique. Elle commença par appeler l'école privée où Daniel étudiait grâce à une bourse complète. Principal Patterson, ici Victoria Whitmore, de la Fondation Whitmore.
J'aimerais discuter du comportement inapproprié de l'un de vos élèves boursiers, Daniel Thompson. Il s'est introduit illégalement sur des propriétés privées et a harcelé les résidents. Le lendemain, Daniel fut convoqué chez le directeur et mis en garde. Encore un faux pas, et il perdrait sa bourse, son unique chance d'échapper à son destin. Victoria alla plus loin encore. Elle contacta le surintendant de l'immeuble où vivait Daniel, insistant sur la présence perturbatrice de certains locataires. Même s'il ne pouvait pas légalement les expulser, il rendit leur quotidien difficile. Plaintes imaginaires, inspections surprises, menaces d'amendes absurdes. « Elle veut nous faire fuir », confia Daniel à sa grand-mère Ruth un soir, alors qu'elle préparait leur infusion quotidienne. Elle ne veut pas affronter la vérité sur elle-même. Ruth, forte de ses 73 ans, avait traversé des décennies de racisme, de silence imposé, de combats perdus et gagnés. Elle reconnut les tactiques des puissants qui utilisent leurs privilèges comme des armes. « Mon garçon, dit-elle calmement, cette femme a peur. Et quand les riches ont peur des pauvres, c'est souvent parce qu'ils savent qu'ils ont fait du mal. Et qu'ils sont prêts à tout pour faire taire ceux qui pourraient les démasquer. Et si elle faisait annuler ma bourse? Et si elle nous faisait expulser? Demanda Daniel, inquiet. Ruth sourit, pleine de la sagesse de celles qui ont combattu plus fort. Laisse-moi te raconter une histoire. Quand ta mère avait ton âge, un médecin blanc a tenté de me faire renvoyer de l'hôpital parce que j'en savais plus que lui sur certains traitements. Il a tout essayé. Mais j'ai observé, appris, tout documenté. Et un jour, un de ses patients les plus importants, un homme d'affaires richissime atteint d'une maladie que j'avais déjà soignée chez des dizaines de pauvres, est arrivé mourant. Son traitement coûteux échouait. Tu sais qui ils ont fini par appeler? Daniel hocha la tête. Toi. Exactement. Et quand j'ai guéri cet homme avec mes méthodes rejetées par ce médecin arrogant, tout le monde a vu qu'il comprenait vraiment la médecine. Il a tout perdu. Pas par vengeance, mais parce que la vérité finit toujours par émerger. Daniel comprenait peu à peu. Victoria n'a pas peur que je la ridiculise. Elle a peur qu'on découvre qu'elle a refusé l'aide de quelqu'un qu'elle méprise. Maintenant, tu penses comme un vrai guérisseur, dit Ruth. On ne soigne pas que le corps. Parfois, il faut guérir l'âme malade d'une société entière. Cette nuit-là, Daniel entama des recherches approfondies sur Victoria Whitmore. Grâce aux ordinateurs de la bibliothèque scolaire, il découvrit des détails bouleversants. Victoria n'était pas née riche. Fille d'immigrés européens pauvres, elle avait épousé Harrison Whitmore III, héritier d'une fortune bâtie sur le travail forcé du XIXe siècle. L'accident qui l'avait laissée paralysée s'était produit le jour même où elle avait découvert que son mari comptait la quitter pour une femme plus jeune. 2 ans plus tard, Harrison mourut dans des circonstances suspectes, laissant toute sa fortune à Victoria. Son testament avait été modifié 1 semaine avant sa mort, après une crise cardiaque soudaine. Mais ce fut une autre découverte qui bouleversa Daniel. Sa propre famille avait travaillé pour les Whitmore depuis des générations. Son arrière-arrière-grand-père avait été esclave sur leur plantation. Sa grand-mère, Ruth, avait soigné la mère d'Harrison pendant son cancer. Et dans les dossiers médicaux secrets de Ruth, il apprit que cette guérison tenait à des remèdes traditionnels. Les médecins n'avaient jamais su. Le lendemain matin, Daniel déclara « Grand-mère, Victoria n'est pas seulement paralysée. Elle est rongée par la culpabilité, la peur, la honte. Son corps reflète la prison qu'elle a bâtie autour de son âme. Maintenant, tu comprends ce qu'est la véritable guérison, répondit Ruth fièrement. Il ne s'agit pas seulement de la faire remarcher. Il faut qu'elle reconnaisse qui elle est. Exactement. Mais souviens-toi, nous n'utilisons jamais nos dons pour détruire, même quand ceux en face nous haïssent. Daniel observa ensuite Victoria avec des yeux neufs. Chaque humiliation qu'elle tentait ne faisait que confirmer son état. Elle n'était pas paralysée physiquement, mais émotionnellement, prisonnière de décennies de secrets. Le plan qu'il mijotait était audacieux. Non seulement la guérir, mais l'obliger à faire face à ses privilèges, à ses mensonges, à ses crimes étouffés par la richesse. Victoria croyait se battre contre un gamin avide. Elle allait affronter 4 générations de savoir, une lignée de guérisseurs ayant survécu à l'oppression et un garçon prêt non seulement à la guérir, mais aussi à la démasquer. Le dimanche matin suivant, alors que Victoria s'y attendait le moins, Daniel frappa à sa porte principale, non plus à l'arrière comme le faisaient les domestiques. Elle ouvrit, surprise de voir non seulement Daniel, mais aussi Ruth Thompson et le docteur Patricia Williams,
la neurologue qui avait jadis discrètement soigné la mère d'Harrison. « Bonjour, Victoria, dit Daniel calmement. Je suis venu tenir ma promesse. Aujourd'hui, tu vas remarcher. » Victoria tenta de claquer la porte, mais son arrogance la trahit. « C'est une blague ? J'appelle la sécurité. »« Fais donc, » répondit Daniel avec un sourire. « Ils voudront sûrement voir ça, surtout quand ils découvriront qui tu es vraiment. » Ruth s'avança, tenant une vieille serviette en cuir. Victoria Kowalski, fille d'immigrés polonais, née le 19 juillet 1975, épouse Harrison Whitmore en 2005, 3 mois après avoir appris qu'il la trompait. Le visage de Victoria devint livide. Personne ne connaissait son vrai nom. L'accident qui vous a laissé paralysé est survenu le lendemain même de cette découverte, enchaîna Daniel. Plutôt pratique, non? Le docteur Williams ouvrit un dossier. J'ai soigné la mère d'Harrison, mais c'est Ruth qui l'a guérie. Et j'ai conservé tous vos examens neurologiques, ils ont toujours montré une activité normale. Dit froidement le docteur Williams. Mais vous m'avez bien payé pour garder ça secret, n'est-ce pas? 5 $? 1 million, pour confirmer une paralysie inexistante. Victoria tituba, appuyée contre l'encadrement de la porte. On ne peut rien prouver. Daniel sourit et sortit un enregistreur numérique de sa poche. Moi, si. Vous savez, ce système de surveillance que vous avez installé pour espionner vos employés? Il fonctionnait très bien pour enregistrer vos conversations téléphoniques aussi. La voix de Victoria résonna dans l'appareil. Dr Williams, je veux que vous vous en teniez au diagnostic. Si Harrison l'apprend, que je peux marcher, je perdrai tout dans le divorce. Continuez à confirmer la paralysie et je double vos honoraires. Vous avez enregistré mes appels privés, cria Victoria, son masque de victime tombant enfin. Pas seulement les appels, dit Ruth calmement. Daniel a aussi documenté comment vous marchiez quand vous pensiez que personne ne regardait. 43 vidéos sur 6 mois, vous montrant marcher dans la maison, danser même, alors que vous vous croyez seul. Daniel connecta son téléphone à une enceinte portable. Les vidéos commencèrent à tourner. Victoria se levant de son fauteuil roulant pour atteindre un objet en hauteur, marchant normalement dans le jardin au petit matin, courant même sur le tapis de course de sa salle de sport privée. « Arrêtez !» hurla Victoria, mais sa propre voix dans les vidéos la trahissait, parlant normalement au personnel, convaincu qu'il n'y avait aucun témoin. « Il y a autre chose, » dit doucement Daniel. « Le dossier médical d'Harrison. Vous avez modifié son testament alors qu'il était sous sédatif après sa crise cardiaque. Le même docteur Williams qui a confirmé votre fausse paralysie a également falsifié le certificat de décès. » Le docteur Williams baissa la tête. « Elle m'a fait chanter. Elle a dit qu'elle révélerait ma complicité dans la fausse paralysie si je ne confirmais pas qu'Harrison était mort de cause naturelle. »« Harrison a été empoisonné, » déclara Ruth avec l'autorité d'une femme ayant vu les mêmes symptômes durant des décennies à l'hôpital. De la digitale, extraite de la plante du même nom. Elle tue lentement, simule une crise cardiaque et devient presque indétectable après quelques jours. Victoria s'effondra dans son fauteuil roulant, réalisant que son monde de mensonges s'écroulait. « Tu ne comprends pas. Il allait me laisser sans rien. J'ai donné les meilleures années de ma vie à cet homme. » « Et maintenant, » dit Daniel, « le moment est venu de découvrir le véritable remède. Lève-toi, Victoria. Nous savons que tu le peux. » « Je ne peux pas me lever. » Daniel cria avec une autorité telle que Victoria sursauta involontairement, se levant par pur réflexe. Pendant un instant, tout le monde resta figé, observant la femme qui prétendait être handicapée depuis 8 ans, désormais debout, tremblante de rage et de peur. « Félicitations, » dit calmement Daniel. « Tu es officiellement guéri. » Ruth s'approcha avec de nouveaux documents. Voici les rapports qui seront remis aujourd'hui à la police, au FBI et à l'IRS. Fraude à l'assurance, falsification de rapports médicaux, évasion fiscale et meurtre au premier degré. Nous avons également tout envoyé au Washington Post, à CNN et sur tous les réseaux sociaux. Daniel ajouta, l'histoire du faux millionnaire paralytique qui a tué son mari fera la une demain. Victoria regarda désespérément autour d'elle. Il n'y avait nulle part où aller, aucun moyen de nier ce qui était enregistré, documenté, prouvé. Des décennies de privilèges bâtis sur des mensonges. Et du sang s'effondrait en quelques minutes. Tu sais ce qui est le plus ironique?
demanda Daniel en aidant sa grand-mère à ranger les documents. Tu seras vraiment paralysé en prison. Sans tes millions, sans tes médecins, sans personne pour étayer tes mensonges. Les sirènes de police se rapprochaient. Un voisin curieux avait probablement alerté les autorités. La véritable paralysie, dit Ruth avec sagesse, a toujours été dans ton âme, Victoria. Tu t'es paralysée moralement il y a si longtemps que tu as oublié comment vivre avec dignité. Tandis que la police montait les escaliers du manoir, Victoria regardait Daniel avec un mélange de haine et de respect. Comment un garçon de 12 ans a-t-il réussi à détruire toute ma vie? Daniel sourit, calme, comme quelqu'un qui a compris que la justice exige patience, observation et le courage de se dresser contre ceux qui vous croient inférieurs. C'est très simple, répondit-il. Vous m'avez sous-estimé. Vous avez oublié que la survie exige de l'intelligence, pas du privilège. Et que les remèdes les plus puissants viennent souvent des endroits qu'on méprise. Au centre de cette salle de marbre, autrefois sanctuaire d'arrogance et de victimisation feinte, une nouvelle réalité prenait forme. Comme une symphonie enfin accordée, prouvant que la vraie justice ne connaît ni race, ni classe sociale, ni frontières imposées par l'élite. 6 mois après l'effondrement spectaculaire de Victoria Whitmore, la transformation fut plus cinématographique qu'un scénario hollywoodien. Le manoir, jadis symbole de privilège, était devenu le centre communautaire Ruth Thompson, financé par les biens confisqués de Victoria. À 14 ans, Daniel était devenu le plus jeune étudiant de l'histoire de Harvard à obtenir une bourse complète pour étudier la médecine. Mais ce dont Ruth était le plus fier, c'était que son petit-fils avait refusé des dizaines d'offres millionnaires d'interviews, préférant poursuivre l'étude des savoirs des anciens guérisseurs. Victoria, qui jetait jadis des plats coûteux pendant que des enfants avaient faim, partageait désormais une cellule de 2 mètres carrés dans un pénitencier fédéral. 25 ans de prison pour meurtre au premier degré lui laissaient le temps de réfléchir à une vie construite sur le mensonge. Le procès avait captivé le monde entier. La fausse paralytique millionnaire, ayant dupé le système médical et assassiné son mari, était devenue un symbole du danger de l'arrogance. Ce qui toucha le public, c'était le contraste entre la sagesse d'un garçon de 12 ans et l'ignorance d'une femme qui avait dépensé 15 millions pour chercher des remèdes déjà présents autour d'elle. Le docteur Patricia Williams, autrefois complice de Victoria, travaillait désormais bénévolement au centre communautaire. Daniel m'a montré que j'ai passé 40 ans à ne regarder que des machines, déclara-t-elle dans une interview. Il m'a appris que la médecine commence par l'humain. Le docteur Hartwell, qui avait accepté des pots de vin pour confirmer un faux diagnostic, avait perdu sa licence et travaillait désormais comme commis de pharmacie, une ironie cinglante pour quelqu'un qui méprisait les médecines non conventionnelles. La communauté de Riverside Gardens s'était transformée. Les enfants affamés rêvaient désormais de devenir médecins, scientifiques, avocats. Daniel avait prouvé que l'intelligence et la détermination pouvaient renverser n'importe quel système conçu pour les maintenir au bas de l'échelle. Victoria, quant à elle, finit par développer de véritables problèmes de jambes. Le stress et la dépression avaient causé une atrophie musculaire. Elle dépendait désormais d'un fauteuil roulant emprunté à l'infirmerie de la prison, une version misérable de celui à 15 000 $ qu'elle utilisait jadis comme trône. Daniel ne lui rendit visite qu'une seule fois. À travers la vitre pare-balles, elle lui demanda « Pourquoi es-tu venu ici ?»« Pour être sûr que tu as bien compris, » répondit-il. « Je n'ai jamais voulu te détruire. Je voulais juste que tu arrêtes d'essayer de nous détruire. Tu n'étais qu'un enfant. Et toi, une adulte riche, avec toutes les ressources pour savoir ce qui était bien. » Victoria comprit enfin l'étendue de sa petitesse. Un garçon de 12 ans avait fait preuve de plus de sagesse qu'elle n'en avait eu toute sa vie. L'histoire de Daniel devint un cas d'école à travers les universités du pays. L'effet Daniel Thompson força les institutions à reconnaître que l'intelligence exceptionnelle pouvait venir de partout, surtout des endroits ignorés. Des programmes virent le jour pour identifier ces talents oubliés. Ruth dirigeait encore le centre, maintenant étendu à 3 étages, formant une nouvelle génération de guérisseurs qui mêlaient science et savoir ancestral. Victoria devint un cas de criminologie, symbole d'un privilège qui s'autodétruit quand il nie l'humanité des autres. Lorsqu'on demande en prison comment une femme aussi riche a pu finir là, la réponse est toujours la même. Elle a sous-estimé quelqu'un qu'elle croyait inférieur et elle a payé le prix de son arrogance. Mais la véritable leçon ne réside pas dans la victoire d'un enfant sur une femme cruelle. Elle est dans ce que notre société refuse encore de voir,
La sagesse vient parfois de ceux qu'on a appris à mépriser. Daniel a prouvé que le plus grand remède ne soigne pas le corps, mais les idées qui nous empêchent de reconnaître la valeur de chaque être humain. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits où la véritable sagesse émerge là où on ne l'attend pas. Victoria a tenté de détruire Daniel. Mais c'est elle qui s'est détruite. Et Daniel a appris que guérir, c'est aussi ouvrir les cœurs fermés par les préjugés à la grandeur silencieuse de ceux que le monde a trop longtemps ignorés.